Les enfants, si un jour vous traversez Gouy les piétons, vous penserez sans doute découvrir un village comme les autres, avec son église, sa place communale, sa boulangerie, son école. Détrompez-vous, c'est un village très spécial. Il s'y passe des choses étranges, le plus souvent pendant la période de Noël. Caroline Bouda et son association Chemins Antiques, Sentiers d'aujourd'hui, ont observé de très près ces phénomènes. Ils vous racontent aujourd'hui l'une de leurs découvertes, l'histoire de Casse-Noisette de Gouy. Tout le monde au village connaît Alice et Grégoire, les deux géants de Gouy. Mais ce que l'on sait moins, c'est comment Alice a rencontré Grégoire. Eh bien, les enfants, cela s'est passé ici même, il y a très, très longtemps, un 24 décembre. Cette nuit, comme tout le monde le sait, n'est pas une nuit comme les autres. Elle est magique. Dans cette grande maison de la rue de la Station, Alice et son frère Fritz jouent dans leur chambre à leurs jeux habituels. Mais leur esprit est ailleurs. Ils pensent que dans quelques instants, leurs parents vont les appeler dans le salon où un grand sapin a été dressé et décoré. Ils l'imaginent éclatante de couleurs et de lumière. Déjà, une douce musique filtre à travers la porte. C'est certainement l'oncle Drosselmayer qui a apporté son violon. Et sans doute que maman s'est mise au piano, jouant Mon beau sapin. Il est adorable, cet oncle Drosselmayer. Il sait tout faire, jouer de tous les instruments de musique, construire des horloges énormes aux engrenages multiples, réparer tout ce qui est cassé. Et surtout, chaque année, il apporte les jouets les plus extraordinaires. Cette attente devient insupportable. Enfin, ils entendent un bruit dans le couloir. La porte s'ouvre, c'est maman qui vient les inviter à passer au salon. Là, au pied du grand sapin étincelant, leur regard se fixe sur la pyramide de cadeaux disposés dans leurs emballages brillants et leurs rubans multicolores. Fritz, pressé comme à son habitude, trépigne d'impatience pendant que papa et maman s'avancent pour procéder à la distribution. Pour Fritz, un cheval de bois qu'il enfourche aussitôt et entreprend le tour de la table sans attendre d'ouvrir une deuxième boîte contenant de magnifiques soldats de plomb. Pour Alice, des poupées très élégantes dans leur robe de soie, mais aussi un objet très intrigant, en bois, vivement coloré, le cadeau de l'oncle Drosselmayer. « Un casse-noisette !» s'écrie-t-elle. Oubliant les poupées, elle n'a Dieu que pour lui. Comme il est beau dans son habit d'hussard de la garde. Et la voilà partie dans son rêve. Elle rêve tant qu'elle trouve qu'il a l'air presque vivant. « Viens jouer au soldat avec moi » demande Fritz à Alice. Mais l'oncle a repris son violon et maman s'est rassise au piano. Un air de valse emplit la pièce. Alice, entraînée par la musique, se met à danser avec son casse-noisette. Fritz ressent une pointe de jalousie envers ce jouet qui le prive de sa sœur. Tout à coup, il arrache le jouet de ses mains et le casse-noisette tombe. Surprise. « Oh » dit Alice, « il est blessé !» Désespérée, Alice se réfugie en pleurs dans sa chambre. Elle sort de l'armoire un lit de poupée, le place à côté du sien et y installe le casse-noisette qu'elle soigne avec amour, protégeant sa blessure avec un beau mouchoir blanc. Elle lui parle doucement, on dirait presque qu'il la comprend et qu'un léger sourire se dessine sur ses lèvres. À peine Alice endormie, un petit groupe de souris envahit la pièce, suivi de leur reine, coiffée d'une couronne scintillante. Elle se montre immédiatement disposée à aider Alice. « Allons chez ton oncle Drosselmayer, lui qui sait tout faire, il va le réparer ton casse-noisette. Et comme il fait nuit, nous allons t'accompagner. N'aie pas peur,
nous serons ton escorte. Toute cette petite assemblée se mit en marche sous un magnifique ciel étoilé. Chemin faisant, ils sont interpellés par le veilleur du quartier Saint-Joseph qui leur demande où ils vont de ce palais. La reine des souris, en tête du groupe, raconte la mésaventure d'Alice. Le veilleur explique alors qu'au croisement de ce quartier se trouvait la chapelle Saint-Joseph, dont on peut encore voir la statue dans le mur d'en face. La chapelle est représentée par la croix tracée au sol. Avant de prendre congé de cette assemblée juvénile, le veilleur glisse dans la poche d'Alice une noix énorme. Et quelques enjambées encore, nous voilà arrivés chez l'oncle Drosselmeyer. Sa maison est grandiose, bien plus que celle de Fritz et Alice. C'est la plus ancienne maison du village. Des objets invraisemblables sont dispersés sur la devanture. Tout semble si joyeux, les objets s'animent l'un après l'autre et on entend de jolies notes de musique flotter dans l'air. Entendant toute cette agitation, oncle Drosselmeyer sort et voit le désarroi d'Alice. Il comprend immédiatement et d'un geste précis applique un cataplasme, une sorte de colle spéciale sur le bras de Casse-Noisette pour le réparer. Tu sais, chère Alice, ce casse-noisette est spécial, très spécial. Prends-en bien soin. Mais Alice l'avait compris de suite. Elle sentait que son jouet devait être magique. Elle se remet en route avec son amie la reine des souris, et après quelques pas, les voilà arrêtés par le veilleur du cercle Saint-Martin. Mais où donc allez-vous à cette heure de la nuit? Toute cette agitation une veille de Noël, qu'est-ce qui se passe? La reine des souris prend la parole. « Je veux emmener Alice au pays des friandises. » Oh, mais ce n'est pas si simple. Répond le veilleur. Il faut d'abord réussir l'épreuve de l'ancien cercle. Ici, jadis, il y avait un jeu de bouloir avec des quilles et des boules en bois. Pour sortir du cercle et accéder au pays magique des friandises, il faut abattre une quille du vieux jeu de bouloir. La reine des souris relève le défi et d'un geste magistral lance la boule droit sur la quille. Le veilleur indique alors le chemin à suivre et la troupe reprend sa route. Des lumières de toutes les couleurs dessinaient les contours du pays magique. Un somptueux château se dressait au milieu d'un parc. Le château La Haye, bordant la chaussée romaine. La grille était grande ouverte et une douce musique de Noël tintait au loin. 2 laquais en livrée les accueillirent sur le perron. Dans le vaste vestibule, brillamment illuminé, se dressait un grand sapin scintillant, une très longue table couverte d'une profusion de friandises. Alice était si émerveillée de voir tant de douceur au goût subtil de framboises, fraises, chocolat, mangue, bananes. La table regorgeait de bonbons, galettes, choux à la crème, caramel, sucettes, lacets, biscuits aux formes diverses, de sapins, petits cœurs ou anges, oursons, canards, chats, poneys, soldats, gâteaux en pièces montées, maisons en pain d'épices, tous les uns plus beaux que les autres. Alice avait envie de mordre dans tous ces délicieux mets sucrés. Des notes de musique semblaient flotter comme un parfum, l'emportant malgré elle dans une valse intrépide. Alice tournait et tournait et tournait encore à en perdre la tête. Tout à coup, elle sentit comme un poids dans sa poche. C'était la noix du veilleur du quartier Saint-Joseph. Elle la sortit et à la lumière, elle devint éclatante. Quand elle la montra au casse-noisette, celui-ci se transforma d'un coup en un vrai et magnifique soldat qui ne se fit pas prier pour inviter Alice à danser. Il était si heureux d'avoir retrouvé son apparence humaine. Il était en fait le neveu de l'oncle Drosselmeyer. La musique finit par s'arrêter et le casse-noisette, qui avait retrouvé son nom de Grégoire, s'agenouilla pour demander la main d'Alice. Un tonnerre d'applaudissements retentit, et voilà que les petites souris aussi se sont transformées en de jolis petits soldats qui, fidèles à leur prince, lui rendirent hommage en faisant une haie d'honneur
pour applaudir le jeune et beau couple Alice et Grégoire. Le mariage fut célébré au printemps suivant, à Gouy, en l'église Saint-Martin, avant un banquet au château La Haye. Tous les villageois furent invités aux noces. De mémoire de Gouitois, ce mariage fut le plus beau que l'on vit jamais dans le village. Voilà, vous en savez un peu plus sur le casse-noisette de Gouy et son étrange histoire. Peut-être pensez-vous que ceci est un conte inventé de toutes pièces. Alice et Grégoire sont deux personnages mythiques du folklore gouïtois qui déambulent dans le village lors du carnaval. Maintenant, découvrons ensemble les lieux où se sont déroulés les épisodes de cette aventure. Le casse-noisette de Gouy a parcouru dans son aventure un certain nombre de sites. En voici quelques-uns parmi les plus importants. Le quartier Saint-Joseph. Jusqu'en 1928, à l'emplacement du carrefour de la rue de Lutre et de la rue de la Station, se trouvait une chapelle de Saint-Joseph bordée de grands arbres. Elle donna son nom au quartier. Elle fut détruite en 1928, mais le nom du quartier est quant à lui resté. Elle a été remplacée par une petite chapelle enchâssée dans un mur comme le montre la photo. L'emplacement exact de l'ancien édifice est marqué d'une croix au sol. Le cercle Saint-Martin. C'était le lieu le plus convivial du village. Tour à tour, local des louveteaux et bibliothèque, elle servait aussi de salle pour toutes les festivités. Mariage, communion. À l'occasion, on y projetait également des films. La salle était également équipée d'un jeu de bouloir, l'ancêtre en bois du bowling. L'école rue Ferrer. Que de souvenirs incroyables. Voici une immersion dans les souvenirs d'enfance et d'adolescence de Guy Depré, qui fut écolier à l'école Ferrer voisine. Je ne peux oublier ces deux anecdotes bien présentes. La demande de notre instituteur en chef, Fernand Deboul, de nettoyer les parterres de fleurs en mai-juin avant la réception des prix et bulletins. Depuis, je passe mes heures dans les parterres de fleurs et morocales. Pensée et crocosmia n'ont plus de secret pour moi. À l'époque du primaire, nous terminions, je crois, vers 15h, 15h30. Mais Fernand Deboul proposait certains jours aux élèves intéressés de suivre des cours de photographie. Magnifique en tout point. La boîte Patterson et autres, chambre noire, lampe rouge. Le virus était pris et j'adore la photo. Le cinéma. Il était possible de voir les derniers films et l'entrée se faisait par un couloir sur le côté droit du cercle. Quel bonheur que de western et autres gamins. Au plus loin de mon enfance, le cercle était tenu par une dame et sa fille. Et je repassais parfois faire mes devoirs quand maman était à un rendez-vous. Chips plus coca. Je crois que le papa de Paul Petit s'occupait du cinéma. À vérifier. Pour les fêtes, les rangées de sièges étaient stockées. Le cercle lui-même. Quelle ambiance le dimanche, notamment après la messe. L'apéro et surtout les joueurs de boules à l'ancienne. Le jeu de quilles, ancêtre du bowling. Il y eut d'abord un bâtiment, construit tout en bois, un peu grossier, et juste contre l'allée de l'école. Je possède encore 2 boules en bois et d'autres villageois, des boules et des quilles. Chaque année, des amis proches se réunissent pour jouer avec l'ancien jeu de bouloir. Pas triste. Nous, enfants, nous ramassions les quilles après chaque jeu et reconstruisions, et recevions des chips et ou coca pour salaire. Plus âgé, c'était une chope ou une autre bière. Ensuite, vu le côté délabré du premier jeu, un deuxième fut construit, à gauche, contre le cercle. Un petit peu plus convenable, mais avec les mêmes scénarios. Boules, tournées, quilles, chips, coca. Les dîners familiaux, qui y étaient organisés, étaient souvent retardés. Et enfin, que dire des Oberbayern et autres soupers de Noël? Salle pleine à craquer, boudin blanc, boudin rouge, purée, salade de blé, chou rouge, vino et birra. Et de nouveau, les jeunes étaient appelés pour servir à table. Et je me souviens des tables des fermiers ou autres. Oufti. 100 francs belges de l'époque, parfois pour pourboire. L'église Saint-Martin. L'église, classée en 1961, daterait du XIe ou XIIe siècle, même si elle fut entièrement remaniée par la suite. Ce que l'on voit aujourd'hui daterait du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il est possible qu'elle ait été érigée sur un site romain. Quoi qu'il en soit, qu'on la regarde à l'extérieur ou à l'intérieur, elle a vraiment beaucoup de charme.
On sait moins qu'elle dispose d'un orgue récemment restauré et d'une qualité exceptionnelle. Le château de La Haye. Le château qui bordait la chaussée romaine est aujourd'hui détruit. Il ne reste aujourd'hui qu'une très belle drève, un portail et une chapelle baroque de la Sainte Famille, ainsi que la ferme du château. L'ensemble dégage toutefois un charme champêtre qui vaut le détour. La chaussée romaine. À Gouy, cette chaussée, vieille de plus de 2000 ans, droite, passant à travers champs, est asphaltée par endroits et coupée par l'autoroute. S'y promener, c'est aussi imaginer nos ancêtres foulant ce sol de leurs caligués. C'est l'époque gallo-romaine, riche d'histoire et de légendes. Pour d'autres, une ère plus ancienne. Ce sont les silex ramassés, frottés l'un contre l'autre pour produire l'étincelle et l'odeur de soufre. Pour d'autres encore, c'est l'ancêtre de l'Europe, monnaie unique et libre commerce. Et que dire des péplums et bandes dessinées qui ont été consacrées à cette époque de l'histoire. Chaque dernier dimanche de septembre, notre ASBL Chemins Antiques aime vous faire revivre cette partie de l'histoire par la reconstitution de scènes de vie, dégustation de plats typiques et participation à des jeux d'époque. Vivement que l'UNESCO reconnaisse ce patrimoine inestimable qu'est la chaussée romaine Bavay-Cologne. Ont participé à la création de ce conte Fanny Lorette, Marie-Salomé Belleza Dominguez comme narratrice et Amaury Guérit, narrateur. Pour la musique, Fanny Lorette et Enza Vozella. Caméraman Mirko Buda et au montage Aurélie Tibax. Scénario et mise en scène. Jean-Marie Cornille, Caroline Buda, présidente de l'ASBL. Décor, Henri Van Steenkist, Jean-Yves Cornille et Caroline Buda. Avec le soutien de l'équipe de Chemins Antiques, Luigi Egizi, Vincent Marois, Henri Van Steenkist, Maria Paul Fleet et Daniel Zobac.